Bonjour à tous, je suis donc Edina Soldo, enseignant-chercheur à l'IMPGT. Avec Emmanuel Moustier, nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette journée et nous avons orienté, vous l'avez compris, notamment au propos de Ferdinand Richard, cette journée de réflexion qui porte sur la créativité territoriale et les dynamiques de créativité territoriale. Nous l'avons organisée et focalisée sur un domaine spécifique qui est celui de la culture, puisqu'il y a un certain nombre d'expériences portées par les territoires qui ont généré, on le sait, on le voit régulièrement, des dynamiques créatives, des dynamiques économiques, des dynamiques sociales qu'on avait envie d'interroger ici. Peut-être juste un petit mot avant de laisser la parole à Emmanuel Moustier pour entamer ce propos introductif de la journée. Juste un petit mot pour vous expliquer pourquoi l'IMPGT s'intéresse à ces questions. Nous avons dans cet institut, qui est un institut donc, de formation et de recherche, nous avons une formation qui est l'un des masters de l'IMPGT, nous en avons plusieurs, mais l'un d'entre eux porte sur les questions de management culturel. C'est donc pour ça que nous sommes membres du réseau N4 notamment. Nous avons donc un Master 1 et Master 2 qui forment des managers culturels, qui essaiment depuis maintenant près de 15 ans les structures culturelles locales, mais aussi nationales et internationales. On retrouve maintenant d'anciens étudiants de chez nous, un peu dans une grande variété de structures qui opèrent dans ce secteur. Nous les formons donc à l'encadrement de services, à l'encadrement d'organisations, avec un certain nombre de problématiques que l'on aborde avec eux, qui sont aussi des problématiques que l'on questionne dans nos travaux de recherche. Et ce qu'on va vous présenter avec Emmanuel à l'instant, c'est notamment le fruit des travaux de recherche que nous menons depuis plusieurs années au sein de l'équipe management public de l'Institut. On a notre master sur le management euro-méditerranéen et développement durable et on s'intéresse donc à la Méditerranée et notamment au management culturel. Manuel est intervenu plusieurs années chez nous sur ce thème-là, le management interculturel également. Et on a voulu croiser en fait nos deux domaines de recherche, culture et Méditerranée, et ça fera l'objet de la table ronde de cet après-midi. Voilà. Voilà, sans plus attendre, je vais entamer cet avant-propos rapide et vous donner ensuite une série de questionnements auxquels on vous demandera de répondre et qui sera une introduction aux interventions de cette journée. Oui. Alors, on va se focaliser, donc vous l'avez compris, sur le champ culturel et créatif et plus spécifiquement sur les effets multidimensionnels de ce champ d'observation. Effets multidimensionnels, je dirais pour l'instant supposés, hein, et puis on ira un peu plus loin dans notre réflexion par la suite. Effets multidimensionnels, bien sûr, à l'échelle d'un territoire. Alors, ce champ regroupe une série d'activités qui mettent la créativité artistique au cœur de leur production, et on a voulu donc reprendre la typologie communément admise publiée par l'ONUDI, qui regroupe donc les industries du design, le transmédia culturel, les arts vivants et plus récemment, je dirais, les services créatifs professionnels. Donc toutes ces activités qui ont donc des effets multidimensionnels, qui sont génératrices d'effets multidimensionnels et que l'on va énumérer rapidement. Tout d'abord, on considère que le champ culturel et créatif est au cœur des stratégies territoriales, puisqu'il est propice à la conception et à la mise en œuvre de stratégies qui servent au développement d'un territoire. Et cela s'illustre notamment par l'apparition de cités créatives, que ce soit à Bilbao ou ailleurs. Et puis, ça permet aussi de mettre en place des méga-événements, qu'il s'agisse de festivals ou de capitales européennes de la culture. Ces stratégies, on suppose qu'elles auront des finalités, et Dina vous en a parlé brièvement à l'instant, des finalités multiples, qu'il s'agisse d'un développement économique, et on en reparlera, on verra ce que ça génère comme valeur ajoutée
économiques, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a aussi des effets en termes de marketing et puis des effets en termes de développement social, voire même citoyen. Et tout ceci renforce l'attractivité d'un territoire. Alors, pour commencer donc, sur cet aspect économique, effectivement, on considère que le champ culturel et créatif est donc générateur de valeur ajoutée économique, puisque en France, par exemple, la valeur ajoutée culturelle représente à peu près 58 milliards d'euros, que le PIB culturel représente environ 3,2% du PIB français. Et puis enfin, pour vous donner quelques chiffres, l'emploi dans ce secteur représente 3,2% environ de la population active occupée. Voilà, donc valeur ajoutée économique, mais pas seulement. Et on considère donc que ce champ génère en fait un processus de production qui est source de création et qui est source d'innovation. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, les produits culturels sont porteurs de sens, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur symbolique. Deuxièmement, leur création est originelle et originale, c'est-à-dire qu'en fait, leur production est donc innovante. Et puis, enfin, les produits culturels sont alors uniques et expérientiels. Enfin, le champ culturel et créatif est un incubateur organisationnel puisqu'il est générateur de modèles socio-économiques alternatifs, des modèles socio-économiques qui sont innovants et qui sont empreints à la fois de fortes logiques en matière de cofinancement et de coproduction de projets, qui permettent également la mise en réseau et l'impulsion de dynamiques créatives. Et on sait tous combien ces modèles socio-économiques alternatifs sont importants dans le contexte économique, politique, social actuel. Alors, du coup, l'économie sociale et solidaire est fortement investie par ces structures, par ces projets, et émerge de là une innovation sociale, voire même une innovation citoyenne et démocratique. Enfin, la logique projet y est prépondérante, puisque bien souvent, on retrouve des ressources qui sont regroupées, coordonnées, pour produire, par exemple, une œuvre. Voilà pour les effets multidimensionnels supposés. Et ces effets, nous semble-t-il, sont à nuancer quand on les confronte à la réalité. C'est-à-dire qu'on est confronté parfois à des exemples de projets qui n'ont pas abouti ou qui ont des retombées limitées. Et alors, on est allé plus loin dans notre réflexion et je vais laisser la place à Edina pour vous proposer la suite de l'histoire. Alors effectivement, on a un grand nombre de réussites territoriales qui sont impulsées par, au départ, une activité de production dans ce secteur culturel. Pour autant, ce que disait Emmanuel, c'est qu'on se retrouve parfois face à des territoires qui accueillent, par exemple, des méga-événements et qui, pour autant, ne vont pas réussir à se saisir de cette opportunité pour impulser une dynamique de développement qui s'inscrive dans le temps. On se retrouve aussi avec des territoires qui ont construit des équipements, parfois extrêmement coûteux, et ces équipements ne sont pas toujours exploités dans la durée, et se retrouvent donc parfois avec des équipements qui ont grévé les budgets de ces territoires, mais ne donnent pas lieu à une réelle dynamique ni d'attractivité, ni de créativité. Donc notre question est partie de ce premier constat, de cet état des lieux. On a des réussites, mais on a aussi des cas d'échecs, ou en tout cas de réussites limitées. Est-ce qu'il y aurait des conditions pour que ces dynamiques de créativité territoriale soient véritablement impulsées par les activités culturelles ? Alors si on s'intéresse à ces conditions,
Dans les travaux que nous avons pu mener ces dernières années, et notamment deux grands axes principaux, un premier travail autour de l'ancrage d'une filière de musique actuelle sur le territoire du Pays d'Aix, où on a pendant presque 2 ans et demi investi ce territoire, rencontré les opérateurs et questionné justement le développement de cette filière, son ancrage et la dynamique qu'elle pouvait impulser sur le territoire. Ou encore les travaux que nous menons donc là aussi ces dernières années sur les modes de coopération dans le bassin méditerranéen autour des projets culturels. Nous nous sommes rendus compte que la question de l'ancrage territorial des projets et des organisations était une question assez fondamentale pour que les effets de l'activité de ces organisations soient pérennes et soient à l'origine d'une dynamique de créativité territoriale. Alors quand on parle d'ancrage, je vais aller très vite, mais on se réfère à une notion qui a été développée au départ dans les travaux de l'école de la proximité, donc des économistes et des gestionnaires progressivement qui se sont greffés à cette équipe de recherche, et qui considèrent que l'ancrage territorial d'un projet ou d'une organisation, c'est la capacité à développer une relation d'avantage mutuel entre le territoire d'action et l'organisation qui s'implante et qui développe son activité. On va parler d'avantages mutuels parce que l'organisation va pouvoir bénéficier d'un certain nombre de ressources qui sont présentes sur ce territoire et inversement, elle va produire aussi des biens, des services, des compétences qui deviennent elles-mêmes une véritable ressource territoriale. Donc cette notion d'ancrage, elle suppose déjà l'inscription du projet dans un temps quand même long, soit par sa récurrence, quand on est sur des événements, soit par l'implantation de long terme d'une organisation sur le territoire, puisqu'elle suppose un vrai processus d'apprentissage organisationnel, collectif, entre les acteurs présents sur le territoire et cette organisation qui s'implante. Ça, c'est un premier élément qu'on a identifié. Plus la relation est ancienne entre le projet, l'organisation et le territoire, plus l'ancrage de cette organisation, évidemment, sera facilité. La deuxième chose, c'est qu'elle suppose, le deuxième élément, c'est qu'elle suppose la co-construction de ressources. C'est-à-dire que ce soit les infrastructures déjà présentes sur le territoire, les institutions publiques notamment, mais également les acteurs, opérateurs privés de ce secteur, vont collaborer avec l'organisation qui s'implante et progressivement construire ensemble des ressources qui ne sont pas des ressources génériques, qu'on ne va pas trouver partout, qui sont vraiment des ressources qu'on qualifie de spécifiques sur le territoire, propres au territoire, qui servent dans le même temps l'organisation, mais qui deviennent non délocalisables. Et c'est là où ça nous intéresse, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans ce cas effectivement avec une relation d'avantage mutuel. L'organisation a intérêt à rester sur ce territoire, à être présente sur ce territoire, parce qu'elle ne trouvera ses ressources que sur ce territoire. Et dans ce cas, on observe effectivement qu'on va avoir des avantages parce que l'organisation va pouvoir bénéficier de ces ressources, de l'identité de ce territoire, se prévaloir de ces ressources et de cette identité. Et dans le même temps, pour le territoire va pouvoir peut-être rayonner grâce à l'organisation, grâce au projet, va donc en retirer un certain nombre d'avantages aussi, en termes notamment marketing, et puis plus concrètement en termes de capacité de production, puisque son bassin d'emploi, par exemple, sera formé aux activités culturelles, créatives. Ces infrastructures seront exploitées et se développeront et potentiellement attireront d'autres activités connexes. Et donc là, on a un lien direct entre la capacité d'attirer de nouvelles activités, qui soient en lien avec le secteur premier, l'activité première, et la capacité du territoire à se développer. Alors pour autant, on s'est rendu compte que cet ancrage, il était généralement envisagé sous 2 dimensions principales. Une première dimension qui est une dimension géographique, vraiment spatiale. On raisonne en général autour de l'ancrage d'organisation, l'ancrage de projets dans leur capacité à être proches sur un territoire, c'est-à-dire qu'elles se développent, elles attirent d'autres activités, et la proximité géographique, spatiale, le peu de distance entre ces organisations fait qu'elles peuvent travailler ensemble, qu'elles peuvent collaborer facilement sur des projets. Donc l'ancrage spatial est clairement une dimension qui facilite le développement de relations entre les organisations. L'ancrage sectoriel est également la deuxième dimension importante. On se rend compte là, c'est
toute l'approche d'ailleurs des districts marshalliens, des clusters, ce type de concept. On se rend compte que quand on réunit des activités qui sont dans la même filière ou dans des activités très connexes, on va faciliter là encore les relations. Certains parlent de dimension réticulaire, de relations en tout cas entre les organisations. Nous, il nous a semblé que ces deux dimensions, elles ne suffisaient pas et qu'on se rend compte que ce qui facilite d'autant plus l'impulsion de dynamique productive, de dynamique créative, c'est aussi un ancrage qui est un ancrage démocratique, en fait. C'est-à-dire que ce qui va favoriser les effets positifs de ces activités, c'est la capacité à mobiliser l'ensemble des parties prenantes d'un territoire. Et quand on parle de parties prenantes, on parle autant des partenaires de l'action, ceux qui sont directement impliqués dans cette action, qui vont, pourquoi pas, la financer d'ailleurs, ou contribuer dans leurs actions à proprement parler, mais également ceux qui bénéficient et contribuent en même temps, c'est-à-dire les citoyens, les résidents du territoire. Et c'est une des dimensions de l'ancrage qui est finalement assez peu explorée jusque-là dans les travaux de recherche, et c'est une des questions qu'on va poser aujourd'hui. Pour générer des dynamiques de créativité territoriale, il nous semble que d'associer, de faire participer, de co-construire certains projets avec les citoyens, c'est une des conditions fondamentales. Donc on parlera dans ce cas plutôt d'ancrage démocratique. Alors bien sûr, ça va supposer là de mettre en place dans les modes de gestion de ces projets tout l'arsenal des démarches de participation et si possible innover dans ces démarches de participation citoyenne, puisqu'on va essayer d'associer les citoyens à la fois à la réalisation en tant que telle de l'action, mais y compris à sa conception, donc à sa co-construction même en amont, au moment où on définit le projet, au moment où on essaye de concevoir le projet. Alors c'est pour ça que nous descendons d'un niveau, et aujourd'hui on va s'intéresser véritablement au mode de gestion des projets culturels. Donc quels sont les démarches qu'on peut mettre en place, comment on associe les parties prenantes à la construction d'un projet, quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser très concrètement, quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer dans ces modalités de gestion. L'objectif étant, en transversal, de questionner justement la participation de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient opérateurs culturels, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient politiques et qu'ils soient résidents ou citoyens du territoire concerné. Alors, autant vous dire que c'est un challenge et que les porteurs de projets qui s'engagent dans ce type de démarche se retrouvent face à une vraie complexité de gestion pour être à la fois sur des démarches performantes au sens gestionnaire, c'est-à-dire suivi de résultats dans la gestion du projet, et en même temps dans le processus, être capable vraiment d'associer et de co-construire avec l'ensemble des parties prenantes. Alors on a, nous, listé 4 grands questionnements, mais il y a de fortes chances pour que de très nombreux autres questionnements émergent au fur et à mesure de cette journée. D'abord, dans les projets qui vont vous être présentés tour à tour, dans les 2 tables rondes, peut-être essayer de voir si ces projets se sont questionnés autour de l'ancrage territorial de leur projet ou pas du tout. Et est-ce qu'ils peuvent considérer qu'il y a un ancrage et dans quelle dimension peut-être dans ce cas? Est-ce que c'est uniquement un ancrage spatial ou est-ce qu'au contraire, il y avait aussi, pourquoi pas, une démarche propre à l'ancrage démocratique? Qu'est-ce qui fait sens dans ces projets en termes de créativité territoriale et est-ce qu'ils ont été suivis des faits en termes de dynamique de créativité? Est-ce qu'après la mise en œuvre de ces projets, on a de vrais effets en termes de dynamique de créativité? Quels sont très concrètement, ça c'est le 3e niveau, les outils, les techniques qui ont été utilisés, donc les modes de gestion de ces projets? Et en quoi est-ce que ces projets contribuent donc à la participation des citoyens et non plus généralement ensuite à des finalités qui sont sociétales, donc de développement des territoires plus globalement.